L'invité de ce matin sur Free Matin, Anselme Mamoussou. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir effectué le sacrifice et d'être là ce matin. C'est un plaisir. Nous sommes là pour parler de la rentrée scolaire 2021-2022 en tant que responsable de centrales et confédérations syndicales. Quels sont les sentiments qui vous animent en ce début de rentrée scolaire? En tant qu'enseignant, d'abord, je suis très heureux de retrouver les apprenants, de retrouver les collègues enseignants. Vous savez, on a passé beaucoup de temps pendant les vacances et ces moments de retrouvailles ont toujours été un peu spéciaux pour les enseignants que nous sommes. C'est l'occasion donc de souhaiter une très bonne rentrée à tous les acteurs de l'école. Maintenant, en tant qu'acteur social, j'ai été de ceux qui ont rencontré le gouvernement. Justement, pour le écouter 10 septembre dernier. Voilà, pour écouter un peu, disons, ce qu'on a appelé les diligences pour une rentrée scolaire apaisée. Donc nous avons écouté le ministre des Enseignements maternels et primaires, celui du secondaire, et Madame la ministre de l'Enseignement supérieur qui nous ont un peu énuméré quelles sont les activités qui ont été déployées au niveau de tous ces départements ministériels pour préparer la rentrée. Écoutez, c'est l'énumération habituelle. C'est assez classique pour une rentrée déjà dans notre pays parce que ça concerne l'apparition des actes de nomination, les actes de mutation du personnel. Ça prend en compte l'organisation de la journée pédagogique, ça prend en compte le paiement des primes, ça prend en compte, disons, le contenu à donner donc à la période de pré-rentrée et ce que chacun de nous doit pouvoir faire pour assurer sa mission en tant qu'acteur de l'école. Nous avons écouté cela. On peut dire que nous avons eu quelques focus sur la question de la COVID-19 et la rentrée. Justement, cette rentrée qui commence en pleine pandémie de la COVID-19. Oui, voilà. Et donc, est-ce que vous avez échangé avec le gouvernement sur des mesures à prendre pour quand même permettre à ce que les enseignants soient protégés contre ce mal et que les enfants ne soient pas des vecteurs de propagation de ce mal? Bien entendu, nous avons échangé, nous avons eu, disons, le bonheur d'écouter le ministre de la Santé qui était à cette séance également, qui a essayé de rassurer les acteurs de l'école sur les mesures qui sont prises par le gouvernement pour circuler. On a écouté également les ministres de l'enseignement qui nous ont dit ce qu'ils ont fait pour rappeler un peu aux acteurs de l'école quel est le comportement attendu de chacun de nous pour éviter que l'école ne soit le lieu de propagation de ce virus-là. Bon, ce que je peux retenir, c'est qu'il n'y a rien de spécial en réalité par rapport à l'école. On est resté dans les mesures habituelles de l'année dernière, alors que la situation n'est plus la même aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de dire indirectement que les échanges n'ont pas été fructueux? Les échanges ont été... Sur cette question-là, nous avons juste écouté et nous avons fait nos observations qui, malheureusement, ne peuvent même pas être prises en compte parce qu'on s'y est pris très tard. On a, comme d'habitude, disons, fait une rentrée dans ce que je vais appeler la précipitation sur les sujets essentiels. Parce que la COVID, elle est là et je pense que nous avons eu 2 mois, plus de 2 mois depuis la fin de l'année scolaire passée pour échanger entre acteurs de l'école sur ce que nous pouvons faire de plus par rapport à cette pandémie et par rapport aux risques que nous prenons en tant qu'acteurs de l'école, surtout par rapport aux enfants. Donc, il n'y a pas de mesures exceptionnelles. Ce que nous avons déploré en tant que syndicat, et nous l'avons dit au gouvernement, c'est que la communication du gouvernement aujourd'hui, recommande presque uniquement le vaccin, la vaccination. Et du coup, on a un message qui est brouillé au sein de la population parce que l'on considère que il n'y a que le vaccin aujourd'hui qui est recommandé, qui est la solution que le gouvernement propose. Et on a tendance donc à négliger les gestes barrières, alors qu'en réalité, aujourd'hui, nous savons très bien que ce sont les gestes barrières qui sont les meilleures parades contre la propagation du virus. Et quand vous regardez un peu la réalité de l'école aujourd'hui, avec les effectifs pléthoriques, avec les cours bondés, les récréations et tout ça, vous comprenez très bien que la solution doit être une communication agressive, offensive, sur le respect des gestes barrières et un peu renforcer les dispositifs de lavage de mains, mettre à disposition des écoles le gel hydroalcoolique, etc., etc. Tout cela, on ne le sent pas vraiment Mais est-ce qu'au cours des échanges, ça a été évoqué? Est-ce qu'au cours des échanges, est-ce que vous avez interpellé le gouvernement sur cette volonté de voir quand même les acteurs du système éducatif être protégés contre ce mal, lorsque l'on sait que c'est beaucoup plus les enseignants qui sont exposés comparativement aux enfants?
enfants. Oui, justement. Nous, non seulement nous avons interpellé, mais on a fait également des propositions. Vous savez, comment, on a le sentiment qu'il y a une sorte de fatalisme qui s'installe au niveau des autorités de l'école. Un peu comme, bon, on ne peut rien faire contre ça. Dans tous les cas, on ne peut aller qu'à l'école, on ne peut que faire la rentrée, et on fera la rentrée dans ces conditions-là, quitte à appeler la providence divine pour nous protéger. Et c'est pour cela que nous avons choisi non seulement d'interpeller le gouvernement, mais également d'interpeller les parents d'élèves pour leur faire comprendre que la balle est surtout dans notre camp aujourd'hui, parce que le gouvernement semble essoufflé dans cette lutte contre la pandémie, en tout cas pour ce qui concerne l'école. Mais que pensez-vous de cette imposition progressive du pass sanitaire? Non, mais écoutez, on ne parle même pas de pass sanitaire, on parle de pass vaccinal. Et le ministre de la Santé insiste sur la différence. Le pass vaccinal, vous comprenez que ils n'ont pas la tâche facile. Hein. Moi, j'ai toujours dit que je ne voudrais pas être à la place d'un gouvernement aujourd'hui dans n'importe quel pays face à cette pandémie. Il y a tellement d'incertitudes, de risques, de contradictions autour du vaccin que, en tant que gouvernant, ils sont obligés de prendre des décisions parfois dans une situation aveugle. Et c'est un peu comme ça que je vois cette propension à aller vers le vaccin. Parce que moi, je considère qu'ils le font de bonne foi. Ils le font en toute bonne foi. Aller vers le vaccin parce qu'ils pensent que c'est la solution aujourd'hui. Ceux qui résistent, les citoyens qui résistent, qui ne veulent pas y aller, ne sont pas dans une position de défier l'autorité, mais parce qu'elles ont peur, en fait. Parce que quelque part, vous, en tant que responsable de centrale syndicale, vous n'avez pas une part de responsabilité dans la sensibilisation de vos syndiqués, quitte à ce qu'ils puissent comprendre quand même l'enjeu, puisqu'il est dit que lorsque vous êtes vacciné, vous ne mourrez plus de la COVID-19 ou d'une forme grave de la COVID-19. Non, peut-être que vous mourrez moins, vous avez moins de risques de mourir, mais on peut faire le vaccin et mourir quand même du Covid. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Oui, et puis nous jouons pleinement cette partition en tant que syndicat. Hein. Nous sommes impliqués depuis le début de la pandémie, nous sommes impliqués abondamment dans la sensibilisation de nos populations, de nos travailleurs, de nos membres. On l'a toujours fait et on continue de le faire. Et on continuera de le faire parce que c'est important pour nous également de le faire. Ce sont nos militants. Ils ont besoin d'être préservés pour continuer d'être nos militants. Et dans cette pandémie, dans cette situation de pandémie où le virus se joue de tout le monde, il n'y a pas un seul acteur qui peut se dire que je vais laisser les autres les observer pour qu'ils fassent seuls la lutte. Donc, tous les syndicats sont impliqués dans cette bataille-là et nous allons continuer de le faire. Malheureusement, avec nos moyens limités. Et c'est ce que nous déplorons dans cette lutte contre la pandémie, c'est un peu le refus des autorités de dialoguer, parce qu'on a besoin de dialoguer pour mettre en synergie donc, tous les efforts pour pouvoir réussir. Ne pas considérer qu'on a soit seul la science infuse, parce que personne ne maîtrise ce virus. Tout ce que nous entendons, même comme discours officiel aujourd'hui, nous vient de l'extérieur. Nos scientifiques ne peuvent pas nous expliquer le virus, ne peuvent pas nous proposer des solutions. Donc, on a besoin de tous les acteurs qu'on s'asseye pour trouver les meilleurs moyens donc, de permettre à notre système d'être résilient face à ce virus-là. Alors, un petit incident lors de cette rencontre avec le gouvernement en prélude de cette rentrée scolaire, un des vôtres n'était pas dans cette salle parce qu'il n'avait pas été vacciné. Quelles ont été les émotions qui vous ont animé lorsque vous avez pris connaissance de cette situation? Non, il n'y a pas eu d'émotion. En fait, on n'a même pas assisté à ce qu'on appelle l'incident parce que nous, on était déjà en salle. Et donc, ça a eu lieu à l'entrée pendant que nous, on n'a même pas assisté à cela. Mais on a appris parce qu'on a constaté que la CCB n'était pas présente dans la salle et on a compris donc que c'était cela. Nous avons fait des propositions, notamment ma confédération a fait une proposition au gouvernement pour dire vous ne pouvez pas imposer le vaccin à quelqu'un qui n'y croit pas. Et les tests aujourd'hui ne permettent pas à un gouvernement d'imposer le vaccin. Même si nous sommes dans une situation exceptionnelle, il faut tenir compte du fait que les incertitudes autour du virus recommandent que certaines personnes choisissent la position de prudence. Mais est-ce que dans le cas d'espèces... De ce point de vue, voilà la solution simple pour le gouvernement. Au lieu d'imposer un pass vaccinal, ils vont mieux aller vers ce que nous appelons le pass sanitaire, qui est plus souple parce qu'il permet à quelqu'un qui est anti-vaccin de venir avec un test pour montrer qu'il n'est pas un risque pour l'assistance, pour les participants à une cérémonie. Donc, au lieu de dire
c'est le vaccin ou rien. Demander à chacun de prouver sa, comment dire, sa non, comment dire, le fait qu'il ne porte pas le Qu'il ne virus, soit pas infecté à la qu'il ne soit COVID-19. pas infecté par la COVID-19. Qu'il soit sain. Qu'il soit sain. Et ça, on peut le faire. C'est-à-dire qu'il suffit donc de laisser la latitude à chacun d'aller faire son test récent et de venir le présenter à l'entrée d'une salle officielle de réunion. Et le gouvernement devrait aller vers là. Parce que lui-même est dans l'incertitude. Demain, dès que les Européens vont venir nous dire que le vaccin est nuisible et risqué, le même gouvernement va venir nous dire ne faites plus le vaccin parce que c'est risqué. Nous ne faisons que répéter ce que les autres scientifiques nous disent. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas venir à la télévision ou à la radio avec des certitudes, avec des, comment dire, on ne peut pas être péremptoire dans cette bataille-là. Il faut mieux être souple. Lorsque vous le dites ainsi, lorsqu'on sait que le gouvernement, la santé publique relève du domaine régalé de l'État et que le gouvernement a le devoir et l'obligation de protéger les citoyens et qu'on sait que lorsque vous avez la COVID-19, vous pouvez ne pas mourir de la COVID-19, mais vous pouvez tuer quelqu'un d'autre. Je suis d'accord avec vous. En le contaminant. Je suis d'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement est dans ses pleines prérogatives de prendre des mesures, quoique hardies, pour quand même permettre à ce que tout ce qui est possible soit fait pour qu'il y ait moins de citoyens qui meurent de la COVID-19. Je suis complètement d'accord avec vous, à 100%. Et ma confédération l'a dit. Nous ne pouvons pas dénier le droit au gouvernement de pouvoir agir pour préserver la santé publique. Parce qu'ici, il s'agit d'une question de santé publique. Ce n'est pas individuel, une question de santé publique. Le gouvernement doit jouer sa partition. Et là, on le lui concède volontiers. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de tenir compte de l'environnement. Aujourd'hui, ceux qui sont anti-vaccins déploient des milliers de moyens pour intoxiquer, pour désinformer. Et il faut en tenir compte. Dans ces conditions, il faut mettre beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation pour convaincre les gens. Donc, et non pas donc la coercition. Il y a un déficit d'information. Il y a un déficit d'information, il y a un vrai déficit d'information de la part du gouvernement. Il y a comme une sorte de passage en force, alors qu'on peut faire autrement. On peut faire autrement et le gouvernement devrait faire autrement. C'est-à-dire que quand je demande aux enseignants, quand je recommande aux enseignants la vaccination, je suis dans la bonne logique. À côté de ça, je dois déployer la communication qui permet de rassurer les gens. Vous comprenez un peu. Et donc, en faisant ces recommandations, il faut qu'il y ait, pour accompagner ce genre de recommandations, la communication qu'il faut. Et c'est ça qui manque au gouvernement. On a un peu le sentiment que, bon, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Vous prenez ou vous dégagez. Et ça, ce n'est pas bon pour l'environnement qui entoure aujourd'hui la question de la pandémie. Alors, Anselme Aoussou, nous sommes à la rentrée scolaire. Est-ce que, lors de cette rencontre avec les autorités gouvernementales, vous avez échangé par rapport aux conditions de vie et de travail de l'enseignant béninois et également de ses élèves, des apprenants? Est-ce que vous avez échangé autour des programmes qui seront effectifs dans cette année, au cours de cette année scolaire? Est-ce que les échanges ont tourné autour de tout ceci? Non, on n'a pas abordé la question donc de contenu des programmes. C'est vrai, mais on a parlé des conditions de travail du personnel enseignant. Notamment, les syndicats ont beaucoup insisté sur la situation des aspirants au métier d'enseignant. Et vous savez, quand vous êtes en face du drame social que constitue cette situation-là, vous avez tendance à vous oublier vous-même en tant qu'enseignant d'une autre catégorie pour ne vous penchez que sur cette catégorie d'enseignants, parce que c'est des drames sociaux qui se vivent. Voilà des gens qui sont utilisés au même titre que tous les autres enseignants, mais qui sont abandonnés après 9 mois de contrat, qui n'ont plus droit à rien pendant les vacances, et à qui on demande d'effectuer une nouvelle rentrée aujourd'hui, sans qu'ils n'aient les moyens même de faire la rentrée à leur famille. Donc nous avons demandé au gouvernement de revoir la situation des aspirants. Nous avons beaucoup insisté là-dessus, et pour lui montrer que, ne serait-ce que par rapport à la durée du contrat, aujourd'hui, on est en 9 mois de contrat. C'est un mauvais exemple que le gouvernement envoie en tant qu'employeur. Tout au moins, les 12 mois de contrat, ou pourquoi ne pas aller à 2 ans de contrat renouvelable et mettre les gens dans les conditions morales, psychologiques qui leur permettent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons insisté là-dessus. Malheureusement, le seul engagement que le gouvernement a pris, c'est d'examiner notre doléante de leur faire les 12 mois de contrat et donc de veiller à ce que l'engagement pour la couverture sociale soit une réalité. Pour le reste, le gouvernement
disons, programme une évaluation globale de toute l'opération d'Aspirana afin de voir quelles sont les mesures qu'il peut apporter pour corriger un tant soit peu ce qui se passe là. Et je précise au passage que vous aurez remarqué qu'on ne parle d'aspirants que dans l'enseignement. On ne parle d'aspirants que dans l'enseignement. Dans les autres secteurs, je vois qu'il y a des programmes qui permettent même à des gens d'être très bien payés, mais c'est dans l'enseignement qu'on limite un peu le niveau de rémunération et qu'on parle d'aspirants, aspirants au métier d'enseignant, avec des gens qui sont stigmatisés aujourd'hui par rapport au quota horaire déjà. On ne peut pas être deux enseignants faisant la même chose, même si vous êtes des catégories différentes, et avoir des quotas horaires complètement différents. Ça n'a aucun sens. Ça les fait apparaître aujourd'hui comme des enseignants entièrement à part du système éducatif et ce n'est pas très bon pour le moral des personnes qui, pour la majorité, font du très bon travail. Qu'est-ce que vous pensez de cette évaluation globale annoncée par le gouvernement? C'est une très bonne chose si elle se fait dans les conditions requises. Les conditions requises, c'est qu'il faut faire asseoir tous les acteurs parce que les acteurs de terrain sont les mieux placés pour dire un peu au gouvernement quelles sont les réalités de cette opération. Si on n'écoute que les bureaucrates, si on écoute que si le gouvernement se retrouve entre soi pour prendre les décisions, on remarquera qu'il y aura encore des décisions qui vont être en déphasage par rapport à la réalité. Alors, autre chose, que pensez-vous des collègues à vous qui estiment que depuis l'encadrage des mouvements de grève, que vous êtes désormais limité dans vos doléances par rapport au gouvernement et dans vos moyens de pression dont vous disposez pour quand même obtenir quelque chose de la part du gouvernement? On était déjà limité, même quand on avait la plénitude de l'exercice du droit de grève, on était déjà limité depuis quelques années. Si les gens veulent être honnêtes, ils vous diront, ceux qui sont acteurs du monde syndical vous diront qu'on a fait beaucoup de grèves. Et finalement, ce que nous comptabilisons, c'est le nombre de mois, le nombre de semaines de grève sans véritable résultat. Donc, cette situation, c'est vrai, elle est déplorable. Et il faut jamais cesser de la dénoncer. Ce que le gouvernement a fait, c'est une mesure qui montre que le gouvernement n'a pas compris quelle est l'essence même du mouvement de grève. Dans un pays comme le nôtre, la grève est un appel au dialogue pour le syndicat. La grève est un appel, et c'est comme ça qu'il devrait être vu par un gouvernement qui veut être réaliste. Malheureusement, on regarde la grève comme étant dirigée contre l'autorité, contre un pouvoir, contre une parcelle d'autorité. Et ça fait qu'on prend des mesures pour limiter. Et dites-vous, pour comprendre mieux quel est l'esprit, l'état d'esprit du gouvernement aujourd'hui qui prend cette loi de limitation, on nous permet de faire 2 jours par mois, 2 jours par semaine, je crois, 10 jours par an, je crois que c'est globalement ce que ça fait. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes gouvernant, vous permettez à l'école, aux apprenants du Bénin, de se permettre 10 jours de non-enseignement, de non-apprentissage, au lieu d'aller vers les solutions qui permettent de s'asseoir pour discuter. Vous prenez des mesures en disant « j'ai limité le droit de grève », mais vous ne l'avez pas empêché. Pour revenir à votre question maintenant, oui, et par rapport aux propos tenus par certains collègues, certains camarades, en fait, il faut comprendre que, en tout cas pour nous enseignants encore aujourd'hui, la grève n'est pas interdite. Elle a été limitée, mais elle n'est pas interdite. Et la leçon que nous devons tirer de ça, c'est que nous devons mieux réfléchir par rapport à nos grèves. Et l'époque de la grève qui dure doit être révolue pour nous. On doit faire des grèves qui font mal, parce qu'aucun employeur ne résiste devant une grève qui fait mal. La grève, elle est faite pour faire mal. Et donc, on peut faire des grèves éclairs de 1 jour, 2 jours. Si nous pouvons réussir à nous organiser, pour paralyser effectivement l'ensemble du pays, quel est le gouvernement qui peut résister? Donc la balle est dans notre camp, en fait. Lorsque vous paralysez, il y a des gens qui en meurent, qui en souffrent. Justement, c'est pour cela que je dis que, en fait, le gouvernement a pris sa mesure. Il y a toujours des dommages collatéraux. Comment? Il y a toujours des dommages collatéraux. Il y a toujours, pour toute grève, même si les gens ne meurent pas, il y a toujours un inconvénient pour une grève. Et c'est pour cela que je dis que ça doit être vu comme un appel au dialogue. Quand les gens déposent leur motion de grève, ils ne vont pas en grève tout de suite. Ils déposent une motion d'avertissement pour vous prévenir. En tant qu'employeur, lorsque vous avez le comportement qu'il faut, vous appelez les gens pour discuter. Si vous discutez, il n'y a plus de grève. Pourquoi on laisse pourrir? Parce qu'on se dit, bon, on n'en a rien à foutre, nos enfants ne sont pas dans cette école, on ne se soigne pas dans ces hôpitaux, donc on s'en fiche complètement. Et donc, en réalité, c'est le comportement de l'employeur, donc du gouvernement, qui nous conduit aux extrêmes dans l'exercice du droit de grève. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant que le gouvernement
nous donne la leçon en disant organisez-vous mieux. Pourquoi ne pas regarder, ne pas nous regarder, nous mirer nous-mêmes et regarder quelles sont nos faiblesses? Quelles sont les faiblesses qui ont conduit un gouvernement à considérer que, en limitant le droit de grève, ils peuvent réussir à nous avoir? Ces faiblesses, lorsque nous allons les corriger, vous verrez qu'on peut faire une seule journée de grève et obtenir la réaction qu'il faut de la part d'un gouvernement, parce que cette journée de grève aurait permis aux syndicats de faire la démonstration de force. En réalité, ce que je répète souvent, je le dis à votre micro aussi, ce que je répète souvent à nos camarades, c'est que aucun gouvernement n'est fort. Même pas le gouvernement du président Talon. C'est nous qui sommes faibles. Et ils profitent de notre faiblesse. Et donc, regardons nos faiblesses. Nos faiblesses par nos guéguerres de leadership, nos divisions internes, l'atomisation du paysage syndical. Ou quand vous allez au MAMP, vous avez plus d'une centaine d'organisations syndicales. Vous ne pouvez pas être fort dans ces conditions-là. Et quand vous n'êtes pas fort, c'est l'employeur qui en profite, c'est le gouvernement qui en profite. Donc, du coup, je crois que nous pouvons transformer ces moments de difficulté pour le mouvement syndical, nous devons pouvoir les transformer en une opportunité pour revoir un peu notre approche, notre manière de fonctionner, pour revenir dans le débat avec de la qualité. Avant-dernière question pour finir ce matin, quelles sont vos espérances pour cette année scolaire et universitaire 2021-2022? Vous savez, il est important de dire à un gouvernement qui développe une sorte de triomphalisme parce qu'une rentrée a eu lieu sans accroc, que le plus important n'est pas la rentrée. Tant que vous allez lier le paiement des primes à la rentrée, vous aurez toujours une rentrée apaisée. Parce que les gens savent que quand ils font la rentrée, ils auront leurs primes. Le plus important, c'est l'après-rentrée. Quelle sera la couleur de l'année? Comment va se dérouler l'année scolaire? Et pour cela, il faut voir les revendications. Cela il faut aller dans bien géré l'année dernière. Il faut aller avec les bons résultats qu'on a obtenus. Ça a été quand même bien plus ou moins bien géré. Est-ce que vous avez vu quelqu'un féliciter les enseignants? Au contraire, aujourd'hui, on félicite le gouvernement. Mais oui, ils ont maîtrisé les enseignants. Voilà pourquoi nous avons de bons résultats. Alors qu'en réalité, c'est l'investissement de chacun de nous en tant que personnel enseignant qui a donné cela. Donc, vous me demandez quelles sont mes espérances. Elles sont minimes. C'est pourquoi elles sont minimes? Elles sont minimes parce que on n'a pas la qualité de dialogue social qu'il faut pour aborder les problèmes. Oui, mais que souhaitiez-vous dans ce sens? Ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement comprenne que le dialogue doit être l'outil principal. Parce que je vais me mettre à énumérer. Vous avez échangé récemment? On a échangé le 10 septembre dernier? Oui, à 10 jours de la rentrée. On a eu tout le temps pour le faire. Et qu'est-ce que nous avons fait? À 10 jours de la rentrée. Vous ne voyez pas qu'il y a une sorte de folklorisme qui entoure le dialogue social. C'est ça qui fait mal aujourd'hui, que les problèmes sont récurrents, s'accumulent tous les ans. Et donc, en fait de compte, il n'y aura jamais de relations professionnelles sans crise, sans revendication. Mais il peut y avoir des relations professionnelles apaisées malgré les revendications qui ne sont pas satisfaites, pour la simple raison que chacun des acteurs aurait compris quelle est la partition qu'il doit jouer en tant que dialogueur. C'est ça que nous souhaitons pour notre école. Ce n'est pas encore trop tard aujourd'hui. On a commencé, la rentrée a eu lieu. Maintenant, allons dans le fond des problèmes. Discutons. Ce que le gouvernement peut faire, qu'il puisse le dire ouvertement et qu'il respecte ses engagements. Et donc, dans ces conditions, vous verrez que nous pourrons avoir des milliers d'années scolaires apaisées et qu'il y aura toujours des problèmes qui seront là. Parce qu'on aura réussi, en fin de compte, à établir un climat de confiance entre les différents acteurs du dialogue social. Le climat de confiance qui permet à un travailleur de patienter, de croire dans l'engagement d'un gouvernement, le climat de confiance qui permet à un employeur de savoir que lorsque un syndicaliste prend un engagement, il a des chances donc de le respecter. Il a des chances de le respecter. Alors, en quelques secondes, pour pas des minutes, dites-nous, Patrice Talon a fait 100 jours déjà à la tête de ce pays pour son second quinquennat. Qu'est-ce que vous avez noté durant ces 100 jours? Rien de particulier par rapport au mandat passé. On est dans la continuité. Au début du mandat, j'ai noté qu'il y a eu une annonce forte, notamment par rapport au social. Le hautement social, vous n'avez pas encore noté une décision qui cadre avec cette déclaration qui a été faite dans son discours d'investiture? Non, j'en ai pas encore noté, à moins que vous me rappeliez. Il y a eu des mesures prises pour soutenir et accompagner les petites et moyennes entreprises. Il y avait déjà ces mesures-là. Oui. Il y avait déjà ces mesures-là l'année dernière.
Et toutes les mesures annoncées n'ont pas été respectées, n'ont pas été concrétisées. Vous pouvez discuter avec les entreprises et elles vous le diront. Les employeurs du privé vous le diront que tout n'a pas été respecté. Donc, on est dans la continuité. Le hautement social doit être vraiment... Quand on dit hautement social, c'est qu'on a pris un engagement fort. Et c'est à une prise de service, hein, à une passation, comment dire, à une prestation de serment. On attend encore les mesures qui doivent pouvoir nous faire dire « Waouh, ça c'est vraiment hautement social, c'est inédit ». Moi, j'attends encore. C'est pas tard. On vient de faire 100 jours et j'espère que le gouvernement et son président vont vraiment nous surprendre agréablement. On n'a encore rien vu. Patrice Talon va vous surprendre. Merci à vous, Anselme Amoussou, d'être venu ici ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, qui a été endeuillé récemment par Dieudonné Lokossou qui nous a quittés. Oui, le SG Dieudonné Lokossou, effectivement, nous a quittés à la suite d'une courte maladie et les obsèques sont prévues pour le 25 prochain dans son village à Bopa. Et c'est encore une fois l'occasion de lui rendre cet hommage-là. Il a été un grand homme pour la Confédération et nous pleurons la perte d'un grand combattant, de quelqu'un qui avait beaucoup de cœur. Ça, c'est l'une de ses qualités premières et nous espérons que la terre lui soit légère et que son exemple puisse continuer donc de nous inspirer pour que nous puissions faire ce que les gens attendent de nous en tant que militants. Merci à vous pour ces hommages, chers amis internautes. C'était à l'instant Anselme Amoussou de la CSA Bénin. Nous allons installer à présent...